Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Céline, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Bienvenue sur Partage de coach. Déjà pour te présenter un petit peu pour les personnes, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Je pourrais me présenter. Je suis actuellement auxiliaire de puériculture. Enfin, j'ai fait cette formation, mais ça fait plus de 20 ans, même plus, que je travaille dans la petite enfance. Et donc, j'ai décidé de devenir conseillère et coach parental et sophrologue aussi parce que je me suis aperçue de l'exigence qu'il faut pour éduquer un enfant. Et puis, lorsqu'on est parent, autant que personnel encadrant au niveau de la petite enfance, on a un besoin de rester très calme, très posé, ce qui n'est pas une compétence innée, on va dire. Et donc, en fait, il faut des outils. Et la sophrologie, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est en même temps un développement personnel, mais aussi ça permet d'avoir, ça finit par devenir un style de vie aussi. Et donc, ça agit sur notre comportement et notre pensée change aussi, notre façon de penser change et on devient des personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus apaisées, ce qui en fait influence aussi les relations avec l'enfant. Donc voilà, donc du coup, pour résumer, donc je suis auxiliaire de puériculture, coach parental et sophrologue Ok, aujourd'hui. Et ça ne fait que continuer, hein, ok, top, super. Et on pourrait en savoir un petit peu plus aussi sur ton parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Si on te prenait de toute petite jusqu'à aujourd'hui, Ah oui. euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ah bah, c'est toute une affaire, hein, parce que quand je suis née, bah oui, je suis pas née dans la bonne famille, mais après, il paraît qu'on choisit sa famille, alors on va dire que j'ai choisi ma famille comme terrain de, comment dire, d'entraînement, voilà. Parce que c'était une famille dysfonctionnelle. J'ai beaucoup souffert dans cette famille parce que mon père, c'était un père qui était absent. C'était un militaire, et il partait toujours en mission. Et il prenait sa famille comme, en fait, il faisait pas de différence entre son métier et sa famille. C'est-à-dire que nous, il nous, il nous gérait comme si on était dans sa caserne. Donc, D'accord. c'était le chef de famille, mais en même temps, c'était le militaire, le chef, le commandant. Et alors, il commandait toute la famille et il fallait qu'on obéisse, voilà, aux ordres. Et la maman y compris. Et la maman en question, elle n'était pas du tout heureuse dans sa vie parce qu'elle a quitté une mère qui était contrôlante et très, comment dire, qui ne la laissait pas vivre en quelque part. Elle a voulu s'émanciper en se mariant. Elle s'est mariée avec un militaire. Donc, effectivement, elle ne s'en est pas sortie. Et c'est à ce moment-là, elle n'était pas, comment dire, c'était une jeune femme. Moi, elle m'a eu, elle avait 18 ans, quoi. Je veux dire, c'était une jeune femme. Et puis avant, on n'était même pas encore mature à cet âge-là. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus éveillés, mais elle, à son époque, c'était une gamine, quoi. Elle pensait comme une gamine, elle n'était pas, enfin voilà. Et donc, et puis en même temps, elle n'était pas heureuse dans son couple. Elle a manqué beaucoup, justement,
elle se sentait pas épanouie et donc en fait, elle était devenue dépressive et donc j'ai eu deux parents absents, c'est-à-dire mon père absent parce qu'il travaillait trop et ma mère, absente dans le sens émotionnel. Il y a jamais eu de connexion et jamais eu d'amour aussi, envers ses enfants et moi, j'ai été parentifiée très tôt parce que justement, il y a eu un manque dans cette famille et donc elle m'a pris comme substitut pour, la seconder alors que j'étais toute petite, quoi. C'était pas mon rôle. Donc j'ai été seconde maman dès toute petite, parentifiée et puis aussi confidente parce que comme elle avait personne, elle était tout le temps toute seule et ben moi je lui servais de confidente. Elle me racontait tous ses problèmes, tous ses et ça a duré longtemps jusqu'à aujourd'hui même, toujours comme ça. Hem et donc et ben, à ce moment-là, j'ai vu tellement de souffrance que j'ai cru qu'il fallait que je sauve ma famille et ça, c'était rentré dans mes cellules, quoi. Je sais pas, c'est un truc, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, ça m'a suivi. Il fallait que je sauve ma famille et je savais pas du tout où ça allait me mener, quoi. Ça c'était vraiment le déclencheur, de toute ma vie et ça, en fait, ça m'a mené à quelque chose, c'est que ça m'a mené à travailler sur moi parce que je comprenais pas pourquoi j'étais dans cette famille, je trouvais pas ma place, j'étais mal, je suis tombée malade, je suis tombée boulimique et donc à un moment donné, bah, j'ai cherché des solutions et heu et donc j'ai fait, 10 ans de bouddhisme, ce qui m'a permis de changer ma façon de penser, d'être, plus apaisée et comment dire? D'avoir un autre rapport, par rapport à la souffrance et un début de réponse et un début de guérison, on va dire. Parce que moi, je suis sortie de ce truc-là, bien sûr. Il aurait fallu une psychothérapie, heu, en fait, j'avais tout il fallait que je recrée mon cocon familial, je me recrée une nouvelle famille, pour sortir de cette névrose que j'avais, en fait. Parce que j'avais pas confiance en moi, je manquais d'estime, je manquais de plein de choses, et j'osais pas vivre, en fait. C'était les autres qui étaient plus importants. Moi, je n'étais rien, en fait. À cette époque-là, je n'existais que par les autres et il a fallu que je me réapproprie mon identité, que je sache qui j'étais, enfin beaucoup de choses à travailler, quoi et donc ces 10 ans de bouddhisme, ça a commencé à être un début de thérapie pour moi et puis le fait de s'occuper des enfants des autres aussi parce que quelque part, je me réparais, mais ça je le sais après avec du recul, que j'étais en train de réparer mon petit enfant intérieur qui a été tellement blessé parce que pas reconnu, parce que pas il n'existait pas quoi et j'ai pas eu vraiment de maman, j'ai pas eu vraiment de papa, enfin c'est un peu terrible et donc ce petit enfant intérieur, il avait besoin d'être dorloté, d'être reconnu et cetera et le fait de me tourner vers la petite enfance, c'est pas un hasard. En fait, j'étais en train de me soigner en même temps et alors ça m'a amené ensuite, à un moment de ma vie, une charnière où parce que bien sûr j'ai accumulé les couples toxiques tant qu'à faire, hein, ça faisait partie du challenge, on va dire et donc à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas possible, faut que je il y a des choses faut que je règle, cette confiance que j'avais manqué tellement de confiance en moi et d'estime». Je me dis: «Il faut que je me lance des challenges, faut que je sache de quoi je suis capable» et un jour, je suis partie au Canada, en solo. Voyage au Canada en solo. Bon, c'est vrai que j'allais, rencontrer, enfin, heu, j'allais rejoindre un ami en fait qui était sur place et je me suis dit: «Tiens, c'est l'occasion. Il est déjà sur place, moi je vais aller voir, est-ce que je pourrais, m'en tirer quoi? Faire, des choses là-bas, toute seule, loin de ma famille». Parce que le problème, c'est que tant que j'étais en France là, en fait, j'étais à côté de ma famille et ma famille, elle avait toujours de l'emprise sur moi, mais de manière négative et donc le fait de partir, c'était une façon de couper le lien et donc je suis partie et tu vas me croire ou pas, ça se fait plus maintenant, mais j'ai réussi à prendre un aller sans retour. Mmh. Un billet d'avion
pour l'aller. Et ils ont accepté que j'ai pas de retour. Alors que maintenant, ils te demandent toujours, bon, pour combien de temps vous partez? Ils te posent 36 000 questions quand tu arrives à l'entrée, là, dans l'aéroport pour sélectionner les visiteurs. Et là, ils m'ont même pas posé de questions. Quand je suis arrivée, c'était la nuit. Il n'y avait plus personne. Je pouvais passer comme je voulais. Et en plus, j'avais un billet aller simple. Et j'avais pas prévu le retour. Et en fin de compte, j'étais partie pour 3 mois. Je me dis, ben, on verra bien. Et en fin de compte, j'y suis restée 5 ans. Et ça a été formidable. C'était moi, je vais faire bref aujourd'hui parce qu'on ne peut pas s'étaler trop, mais en attendant, c'est un énorme challenge pour moi. Ça a été une révélation dans le sens où j'étais loin de mes repères, loin de tout. Et là, j'étais bien forcée de me débrouiller par moi-même. Et c'est là que j'ai été plonger en moi-même, savoir de quoi j'étais capable. Et je me suis découvert des compétences que je ne savais même pas que j'avais. Et là, c'était super, quoi. Et j'ai commencé vraiment à me découvrir. Et je serais bien restée là-bas si j'avais pas eu encore comment dire, une mésaventure avec un homme. Et c'était pas encore le bon. Il a fallu que je le fie parce que franchement, celui-là, c'était même pas la peine. Et j'ai dû revenir en France en catastrophe à cause de ça. Mais bon, ça m'a beaucoup appris. Et forte de cette expérience, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle aujourd'hui Chez Chrysalide, qui est une association qui est pour le développement personnel justement et qui est fait pour aider les gens à se découvrir, à découvrir leur potentiel. Et, euh, et pour ça, ben, il se trouve que j'ai pratiqué la sophrologie, j'ai travaillé je suis devenue sophrologue et donc j'y ai intégré dans cette association la sophrologie parce qu'elle peut aider. C'est un des outils, mais après, c'est ouvert à d'autres personnes s'ils veulent s'intégrer dans cette association pour aider les personnes à se découvrir et à développer leur potentiel. Et donc, donc ça m'a amené donc à devenir sophrologue et aussi coach parental et auxiliaire de puériculture. Enfin, tout ça en même temps, enfin, progressivement, je me suis formée parce que j'avais quand même ce besoin de reconnaissance, d'exister face aux parents, parce que j'avais l'impression que, ben, en tout cas, c'est en France, si on n'a pas de diplôme, on n'est pas reconnu à sa juste valeur, malheureusement. Contrairement au Canada, bon, ça change quand même, mais au Canada, ce que je trouvais, c'est que c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire les diplômes, c'est bien, mais ils voulaient voir tes compétences, ils te donnent toutes tes chances. Et puis après, si ça ne fait pas l'affaire, eh bien, c'est pas grave. Et on se quitte. Mais je veux dire, ils te donnent toutes tes chances avant même que tu montres les diplômes. Alors qu'ici, c'est plutôt, tu montres les diplômes, après, on voit si tu es capable de faire quelque chose. Mais d'abord, il faut montrer le sésame. Et ils ne te donnent pas forcément tes chances. Donc, c'est un peu l'inverse. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé, enfin, il me fallait pour moi des diplômes. Donc, j'ai passé ces diplômes. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, en fait, je me retrouve à travailler donc dans la petite enfance, donc à chercher un moyen d'aider les parents parce que je me suis aperçue que ben, tout le chemin que j'ai fait, ça apporte une certaine richesse, puisque j'ai une certaine compréhension maintenant des choses, mais j'en suis arrivée aussi au moment de ma vie où enfin j'ai compris que je n'avais pas à sauver ma famille. Parce que ça, c'était un poids qui me tombait dessus depuis toute petite, mais parce que j'avais été dans des mauvaises pensées. C'est ce qu'on m'avait inculqué, c'est un message qu'on m'avait inculqué, le rôle qu'on m'avait inculqué. Mais en fait, ce n'est pas mon rôle. Ça n'a jamais été mon rôle. Mais ça, pour le comprendre, il fallait que je traverse toutes ces épreuves. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai compris qu'en fait, non, la famille, on a une famille avec ses défauts, etc. Mais c'est pas
c'est pas à nous de régler les problèmes de tout le monde. Mmh. C'est les gens qui doivent régler leurs propres problèmes. Nous, on est là, on peut être là pour, bon, bah, leur faire prendre conscience qu'ils ont des problèmes, d'accord? Mais, nous, en fait, on a, mmh, déjà bien à faire avec notre propre vie, en fait. Et déjà se développer soi-même et s'épanouir soi-même, c'est déjà tellement il faut déjà bien limite une vie, même plusieurs, j'en sais rien, comment faire pour, prendre en charge les autres vies en même temps? C'est pas possible. Donc, en fait, enfin voilà, c'est une réalité que je viens de il y a eu un déclic à un moment donné, mais je pense que c'est parce qu'il fallait que je traverse tout ça et que je prenne soin de moi et le fait de, comment dire? D'exister, heu, de d'exister en fait, de se retrouver, de comprendre qui on est. C'est ça peut-être qui a fait que ça y est, maintenant j'ose exister et à partir du moment où j'existe, je me rends compte qu'effectivement, bah non, les autres, c'est les autres, moi, c'est moi, quoi. Mmh. J'en trouve, il y a eu plein de choses, hyper intéressantes. D'ailleurs, ça me parle beaucoup parce que moi-même, je suis enfant parentifiée, donc je connais très bien ce dont tu parles, donc c'est très, très marrant. Parce que je prends connaissance en même temps qu'on fait l'interview, donc c'est très intéressant. Hem, donc je vais rebondir sur plusieurs choses que tu m'as partagées qui pourraient parler à des personnes. Justement, quand on grandit avec, une absence émotionnelle, d'amour et quelque part un père absent aussi, très rigide, Mmh. quels seraient, les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui vivent justement cette absence, émotionnelle, relationnelle? Oui, bah, c'est de prendre soin de soi, quoi, parce que c'est un manque, énorme. Hem, c'est de trouver surtout, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est de trouver des personnes bienveillantes autour de soi, qui puissent faire un substitut. Parce qu'un enfant qui vit sans ça, c'est un enfant qui vit sans son socle, sans sa c'est ce qui c'est en fait, c'est ce qui structure un enfant. S'il a pas ça, il a pas de structure. Donc il a pas de base solide. Donc pour trouver une base solide, il faut commencer par le début. Il faut, rencontrer des personnes aimantes, bienveillantes, qui puissent, contrebalancer ce manque, quoi. Mmh. Et justement, comment est-ce qu'on peut retrouver un socle quelque part qu'on n'a jamais connu réellement? C'est difficile de créer quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à visualiser, En fait, mmh, heu, essayer de trouver, enfin moi je m'en suis sortie avec le bouddhisme, cette philosophie de vie, parce que c'est une autre façon de penser, c'est une autre école en fait. C'est, arriver à trouver, quelque chose qui nous nourrit, de l'intérieur, mais pas plus, et plus même plus que de l'intérieur puisque c'est spirituel aussi. C'est-à-dire ça vient enrichir, ça donne un but, ça se donne un sens dans sa vie parce que quand on sort de ce genre chose-là, on est complètement désincarné en fait, on n'a pas de personnalité. Il faut retrouver sa personnalité, donc ça demande aussi, beaucoup d'introspection. Ça demande aussi, d'être accompagné par des psychologues pour déjà comprendre, quelle est notre problématique, déjà comprendre et puis après s'entourer vraiment, de personnes bienveillantes et l'idéal c'est d'aller dans une organisation, heu, qui permet d'évoluer. Alors moi, je sais que, cette, organisation bouddhiste était géniale parce que, elle me permettait de me nourrir autant, de spiritualité et en même temps d'amour et puis, de rencontrer des personnes bienveillantes. Parce que le problème, c'est que quand on est fragile comme ça, on peut aussi très bien se faire, attraper par des personnes malveillantes. et je voulais revenir aussi sur le sujet parce que peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent pas. Comment tu définirais, toi, être parentifié? Ah oui, être parentifié, ça veut dire qu'on nous a donné très tôt un rôle qui n'était pas du tout le nôtre. C'est un rôle, de parent alors qu'on est enfant, donc on n'a pas vécu d'enfance. On avait vécu un rôle de parent, heu
comme si on était adulte alors qu'on est enfant. Mmh. Et donc, c'est pas du tout cohérent. C'est quelque chose en plus qui est très destructeur parce que ils nous mettent des barres, voilà, des choses dont on n'est pas capable de faire, hein, en fait. On nous donne des rôles qui ne sont pas du tout adéquats. Et donc, par exemple, moi, je devais surveiller mes frères, mais mes frères, bien sûr, hein, ils se jouaient de moi parce que voilà. Et donc, je n'étais pas capable. Donc, bonjour l'estime, c'est-à-dire que je gérais rien du tout. Et après, j'étais le bouc émissaire. «Ah, c'est ta faute, tu gères rien». Oui, mais c'est ma faute qu'on me donne un rôle qui ne me convient pas. Et donc c'est le chat qui se mord la queue, quoi, voilà, c'est ça être parentifié. OK, merci. Et tu as parlé justement, de boulimie et je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu as pu, traverser ça, changer les choses pour toi? Bah, c'est ça, c'est l'histoire de ce bouddhisme, hem, parce que j'étais très malade, très, très malade, parce qu'en fait, je me remplissais du vide. La boulimie, c'est ça, tu te remplis de vide, enfin, tu as un grand vide à l'intérieur puisque tu as un manque d'amour énorme, et bien, la nourriture, elle vient combler ce vide. Et le fait d'avoir rencontré cette, famille spirituelle, ça m'a nourrie. Ça m'a nourrie et ça c'est marrant, c'était du jour au lendemain. Franchement, ça a été radical. C'est-à-dire j'ai trouvé une autre famille, la famille qu'il me fallait, c'est-à-dire des gens aimants. Heu, il y avait tout, quoi. Il y avait, le sens de la vie parce que bien sûr, on se pose plein de questions sur le sens de la vie quand c'est comme ça. On répondait à cette question. Heu, j'avais un sentiment d'appartenance puisque c'était des gens, qui étaient bienveillants et qui avaient, heu, ben, des thèmes assez élevés de développement personnel et d'entraide et cetera. Ça m'a fait tellement bien, c'est tout ce qui me manquait, en fait. Tout ce que j'avais pas dans ma famille, je l'ai trouvé là et ça m'a guérie. OK, top, merci. Hem et par rapport justement, tu as parlé aussi de reconnaître son enfant intérieur et que quelque part, c'était pas un hasard que tu aies fait ce travail-là. Mmh. Comment tu as appris, à reconnaître, ton enfant intérieur? Bah, en fait, c'était inconscient tout ça, hein. Faut croire que j'ai dû développer quand même une sorte d'instinct de survie très, très fort, hein, pour traverser toutes ces épreuves malgré, voilà, j'aurais pu mourir plusieurs fois, hein, dans cette période, parce que j'allais tellement mal. Mais cet instinct, de survie ou une forte intuition que j'ai développée justement, et je pense qu'on peut développer ça quand, vraiment il y a des stress énormes, heu et bien, il y a quand même cet instinct de vie. On a cette vie, hein, cette petite voix à l'intérieur qui te dit, «Non, tu vas pas mourir, on va il y a on va te montrer la voie». Voilà, et donc j'avais toujours en fait, du coup, j'ai toujours écouté cette petite voix intérieure parce que c'est elle qui m'a guidée et puis comme, je voyais qu'à chaque fois ça fonctionnait, bah, j'ai donné de plus en plus de crédibilité à cette voix intérieure et ce qui a fait que je suis une personne qui suis devenue très, très intuitive. Et donc ce petit enfant intérieur, en fait, je ne savais pas que c'était ça, mais intuitivement, je me suis dit: «Oui, ça ressemble à ça». Puis au fur et à mesure, comme je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, je suis une chercheuse en fait, j'aime bien analyser, comprendre et cetera. Et donc j'ai fini par comprendre que c'était ça. C'était le petit enfant intérieur qui était blessé. Et le petit enfant intérieur, c'est ce petit enfant qui n'a pas été, aimé, quand j'étais petite quoi, c'est ça. C'est ça l'enfant intérieur. C'est comment on était quand on était petit. Et en fait, en nous, on a plusieurs moi, hein, c'est ce qu'on dit, dans l'analyse transactionnelle. On a le moi adulte, le moi enfant, le moi, parent, et je crois qu'on en a 3, hein. Et donc on a toujours ces 3 personnes à l'intérieur de nous. Et donc le moi enfant, bah, c'est le petit enfant, quoi. Et quand on a des réactions enfantines, bah, c'est notre petit enfant qui réagit, mais il fait partie de nous, mais il fait partie de notre identité.
Et alors quand il a été martyrisé, et ben, forcément, ça fait des réactions bizarres, des réactions, de demandes, excessives, ça crée des dépendances affectives, des choses comme ça, quoi. Et justement, ça fait un bon petit lien avec ce que j'allais te poser comme question parce que tu m'as parlé justement d'avoir accumulé des couples toxiques. Mmh. Heu, déjà, comment ça se passait en termes de couples toxiques et comment tu t'en es sortie? Bah, en fait, c'est toujours cette histoire d'enfant intérieur blessé qui fait que j'avais cette dépendance affective, ce manque d'amour et forcément quand tu et ce manque de confiance en soi aussi, quand tu as toutes ces carences-là, forcément, bah, les gens, les hommes, le sentent et surtout les manipulateurs et comme en plus j'ai beaucoup d'empathie et bah, oui, les autres ont plus d'importance que moi. Ah bah, ils se régalent, ils se régalaient ces gens-là. Parce qu'ils se disent: «Ah ouais, super, je vais pouvoir la manipuler, en plus, elle est en manque d'amour donc moi, il suffit que je lui donne un tout petit peu d'amour et puis c'est bon, puis, voilà» et voilà, c'est comme ça que ça marche, tant qu'on n'a pas guéri ses blessures, on rencontre forcément toujours les mêmes personnes, quoi et en fait, on n'est pas libre, on est tributaire de nos blessures, hein. Donc du coup, c'est ce qui crée, des couples toxiques. Le jour où je me sentirai vraiment mieux, bon ça va beaucoup mieux. J'ai encore des petites choses encore à travailler, mais le jour où vraiment ça ira vraiment mieux, je sais que c'est là que je vais avoir un couple harmonieux, hein. Donc comment je m'en suis sortie? Bah, c'est qu'à un moment donné, hem, alors dans les premiers couples, c'était radical. Je voyais tout de suite quand l'homme était violent. Je me dis: «Bah, je vais pas rester là quand même», parce que j'avais un minimum d'amour de moi quand même et quand il était violent, bah, je me dis tout de suite je m'en allais, je me sortais je ne réfléchissais plus. C'est mon instinct de survie qui me disait, heu: «Il faut t'en aller, faut fuir» et donc ni une ni deux, je partais. Par contre, le dernier couple que j'ai vécu et qui a été le plus difficile, hein, puisque j'ai vécu 17 ans avec un pervers narcissique, je crois que c'était ce qu'il y avait de pire, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais en attendant, ça m'a je crois que ça m'a bien soignée parce que j'ai bien compris. Mais cette personne-là et c'était terrible parce que, devant un air alors lui, on voyait pas du tout sa violence. Lui, c'était une violence sournoise. C'est-à-dire qu'il avait l'air, toujours affable, toujours, il te dit toujours des compliments, des choses voilà, il te brosse dans le sens du poil, sauf que derrière, il te fait des sales coups. Il te fait, des trahisons, il te vole, parce qu'il m'a volé et en fait, il me faisait croire plein de choses et mensonge sur mensonge et mensonge et alors le pire de pire, c'est qu'il m'a jamais dit qu'il était pas divorcé, quoi. Il était censé être divorcé. Ça faisait 17 ans qu'il était en instance de divorce et en fait, il était jamais divorcé et au bout de la 17e année, bah, pour moi, c'était tellement impensable. Je me dis: «C'est bon, à mon avis, c'est fait». Mais quand même, il voulait jamais officialiser, donc quand même, je me disais je me posais beaucoup de questions et quand le divorce est arrivé, au bout de la 17e année, alors ça, c'était la goutte déclencheuse. Là, je me suis dit: «C'est là, c'est le pompon, là». J'ai pas supporté. C'est-à-dire là, le plus grand mensonge des mensonges, parce qu'en plus, je sais qu'il communiquait avec son ex. Il me disait: «Oh, je la garde en amie, je la garde il faut garder un beau lien avec». En fait, non, il essayait de la reconquérir. Mais quand j'ai appris ça, alors là, c'était fini et je suis partie. Comment tu as eu la force justement de partir, Ah, malgré tout? ça a été très, très dur, hein. C'était tout un chemin parce qu'en plus, il m'avait mis sous emprise et donc il me faisait croire que j'étais pas capable de vivre sans lui et bon, les manipulateurs pervers narcissiques, ils savent y faire, c'est-à-dire ils rendent dépendants de manière affective, de manière, argent, au niveau de l'argent, puisqu'il m'avait coupé de c'est-à-dire, il faisait en sorte que je les dépasse pas, que je ne crois pas en moi, en mes capacités, de manière à ce que je me fasse pas trop d'argent et cetera et puis il gardait tout, c'est-à-dire tout lui appartenait, donc j'avais rien, voilà et
et une dépendance émotionnelle. Voilà, de manière à ce que, ben voilà, il me reliait, j'étais en prison, quoi. J'étais en prison. Et comment je m'en suis sortie? Bah, c'est parce qu'à un moment donné, ça faisait trop, quoi. Il se victimisait tout le temps. C'était en fait, tout était toujours centré sur lui. C'était toujours lui enfin, qui avait tous les malheurs du monde, alors que, moi, je vivais pas. Et donc à un moment donné, j'en ai eu marre, quoi. J'en ai eu marre, j'ai senti que ça pouvait plus. Et après, il fallait que je prenne confiance en moi pour pouvoir partir et ça, c'était très dur. Il a fallu que je me rapproche d'une association qui m'aide, qui s'appelle Tristan, je ne sais plus. Enfin, c'est qui aide les personnes justement en souffrance, les femmes, qui ont des problèmes de violence conjugale ou de choses comme ça. Mais c'était en secret. J'ai dû faire toujours ça en secret. Mais elles m'ont tellement aidée, elles m'ont guidée parce que là, j'étais dans le brouillard, je savais pas quoi faire et j'ai fait comme si c'était, dans un sinistre, je partais d'un sinistre. C'est-à-dire que, dans ces moments-là, il faut pas réfléchir, hein, parce que si on fait pas ça en secret, il fait tout ce qu'il faut hem, pour t'empêcher. Donc, il a une force énorme aussi. Enfin, mon compagnon avait une force énorme sur moi et donc, j'ai fait comme si c'était, je sortais d'une catastrophe. J'ai pris, toutes mes affaires, les minimums d'affaires et je suis partie. Mmh. Avec ma mère, j'ai déménagé avec ma mère, on a rempli la voiture, il a rien compris. J'ai pris par surprise. Il a été sidéré. Il pensait pas que j'aurais été capable de faire ça. Je Mmh. suis partie, je suis jamais revenue, comme au Canada, quoi. Mmh. Que là, par contre, j'étais complètement liquéfiée, je savais pas comment j'allais faire et cetera, mais je me suis débrouillée parce que quand même j'ai des capacités de c'est là qu'en fait on se dit, on pense qu'on n'est pas capable et puis c'est là qu'on se dit que si, en fait. C'est beau déjà. Mmh. J'allais te poser aussi une question justement, pour toi, quelles sont tes forces principales ou tes zones de génie? Ben, mes forces justement, je l'ai appris dans les épreuves comme ça, c'est cette capacité d'adaptation et cette capacité à croire qu'on peut toujours faire, plus grand que soi. C'est-à-dire qu'on se trouve toujours trop petit. Enfin, on a toujours l'impression qu'on est petit alors qu'on est grand parce qu'on a une mauvaise vision de soi-même. Mais quand on arrive à s'ouvrir à toutes les capacités, à toutes les possibles, c'est super merveilleux, quoi, parce que c'est là, on élargit notre univers et là, on grandit, quoi. On accepte de grandir et c'est là bah, c'est merveilleux, quoi. Et ça, je crois que c'est ma plus belle capacité, c'est de pouvoir y croire. Mmh. Parce qu'à chaque fois quand j'y croyais plus, ben, c'est là que j'ai eu une vie misérable. Et puis quand j'ai commencé à y recroire, c'est là que je me suis ouverte à des choses et c'est là où il m'est arrivé les choses les plus merveilleuses dans ma vie. Donc il y a pas quoi. C'est comme ça qu'il faut penser. Et la Et deuxième question, c'était? heu, je crois qu'il y avait qu'une seule question. Ah, c'était celle-là. C'était cette question, je crois. D'accord. Heu et par rapport à ton travail, qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais? Bah, c'est l'amour des enfants. Parce que comme, je suis quelqu'un qui suis hypersensible, dû à mon passé, à la souffrance des enfants et des femmes aussi, mais surtout des enfants. Et bien pour l'amour des enfants, ben, le fait de travailler avec les enfants, ça m'apporte énormément parce qu'en plus, les enfants, ils ont pas cette problématique qu'on a comme quand on est adulte, c'est-à-dire ils restent spontanés et tu sais tout de suite quand tu leur fais du bien, parce qu'ils te le rendent au centuple. C'est ça qui est génial, quoi, parce qu'il y a pas de faux semblant. Tu sais tout de suite si ça va enfin, ce que tu as fait, c'est correct, si c'est ce que tu as fait, c'est pas correct. Parce qu'ils Mmh. te renvoient la balle systématiquement. C'est vraiment un miroir, formidable et moi j'aime bien dire que les petits mais en dessous de 7 ans, hein, parce qu'après c'est la raison qui prend le dessus malheureusement. Hem, En dessous de 7 ans, j'aime bien dire que c'est les enfants sont des petits bouddhas.
Parce qu'en fait, on pense que c'est nous qui les éduquons, mais en fait, c'est eux qui nous éduquent. Mmh. Tu peux expliquer ça? Ben, c'est parce que, ils ont gardé toute cette spontanéité, toute cette, toutes ces choses qu'on oublie, en fait, en étant adulte et qui nous freinent, qui ben, c'est toute cette ces capacités à justement à profiter de l'instant présent et à être là et à profiter de la vie, quoi. Mmh. Et savoir ce que c'est que la vie, parce qu'on passe complètement il y en a combien qui passent à côté de leur vie, quoi? Parce qu'en fait, ils sont dans leur mental, ils disent: «Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça». En fait, qui c'est qui dit qu'il faut faire ci, faire ça? C'est un conditionnement, en fait. Ils sont dans un conditionnement et en fait, parce qu'ils ont peur, alors ils sont dictés par leur peur ou ils sont dictés par, les «qu'en dira-t-on» ou alors, parce que, on leur a dit de faire ça, alors ils vont faire ça. Mais en fait, jamais ils se posent les gens, enfin la plupart et ils se disent, «Bah non, en fait, c'est pas ça la vie». Quel impact tu souhaites avoir sur les autres et sur le monde à travers ton travail? Ben, en fait, maintenant je suis devenue beaucoup plus modeste parce qu'avant je me dis, ah ouais, j'étais dans le syndrome du sauveur. Je me dis: «Il faut que je sauve tout le monde». Mais j'ai reçu tellement de baffes en fait, que je me suis dit: «Non, ça suffit là, arrête, Mmh. tu peux pas changer les gens, c'est pas possible». Les gens ils sont comme ils sont. Voilà, les gens, ils sont comme ils sont et puis la première chose la plus difficile que j'ai eue comme baffe, en fait, c'est, ma famille, voilà. Parce que j'ai voulu, comment dire? Les sauver, mais je me suis esquintée la santé, en fait, Mmh. voulant les sauver et donc en fait, j'en suis devenue à la conclusion que non, chacun suit son chemin. Après, ben, voilà, nous, on sème des graines. Voilà. Moi, je suis une semeuse de graines, heu et puis alors après, ben, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, si ça peut faire un déclic, c'est super et puis ça fait pas un déclic, ben, ça m'appartient pas, c'est leur chemin. Faut les laisser suivre leur chemin. Mmh. Où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans? Ben, là, actuellement, je commence à me comment dire? À, avoir comme passion, enfin, comme envie de devenir conférencière. C'est nouveau parce qu'avant, je ça fait partie des choses qui me font peur, de parler en public et voilà, dépasser cette timidité, problème de légitimité. Parce que je me dis: «Mais de quoi pour qui tu te prends, quoi?» Enfin bref, c'est ça, Mmh. j'ai l'impression d'être le messie, je suis pas un messie, quoi et c'est vrai. Donc du coup, ça me sabote, je m'auto-sabote toute seule. Mais après, il y a quelque chose de plus grand qui me dit, «Non, tu as vécu quand même ce que tu as vécu, c'est pas rien du tout et tout en restant modeste, tu peux juste raconter ton histoire, voilà et puis, après ça résonnera ou ça résonnera pas, mais si ça peut apporter un petit quelque chose à quelqu'un et ben, c'est déjà super, quoi. Donc en Mmh. fait, c'est pour ça que je me suis dit: «Aujourd'hui, il faut vraiment pas être égoïste». Parce que là, cette façon de s'auto-saboter, c'est une sorte d'égoïsme à l'envers. C'est-à-dire, on se dit qu'on n'est pas légitime, alors du coup, on fait rien, alors qu'il y a plein de gens qui auraient besoin qu'on leur dise un petit quelque chose pour leur remonter le moral ou leur donner un peu d'espoir et donc je me dis: «Ça suffit là». Ben, il faut prendre un peu de courage et puis, essayer de voir plus loin que le bout de son nez et se dire que c'est pas que pour soi, c'est pour tout le monde, c'est pour voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de dépasser cette timidité et d'aller chercher, ma force intérieure pour essayer et y arriver à devenir conférencière, en fait. Mmh. OK. Et du coup, est-ce que tu as aussi, des projets, des rêves que tu aimerais accomplir encore? Et en fait, j'aimerais, j'ai tellement de projets, en fait. C'est après, ben, on verra où est-ce que ça me mènera, mais j'aimerais écrire un livre. J'aimerais donc, devenir, conférencière, et voyager. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai vu que c'est par les rencontres qu'on s'enrichit. On s'enrichit les uns les autres par les rencontres et plus il y a de rencontres, plus on s'enrichit et donc c'est devenu pour moi une une façon de vivre, en fait. Moi, je ne peux pas être heureuse si je rencontre personne. J'ai essayé, là,
par la vie. En fait, j'ai été obligée de devenir célibataire parce que je me dis, bah, non, ça suffit, les couples toxiques, hein. Et à un moment donné, faut prendre un temps pour soi et se dire, OK, il y a un truc à changer, donc en profondeur. Et c'est bien de s'arrêter pour réfléchir et puis pour changer quelque chose de manière à rencontrer d'une autre manière. Mais ça me fait du bien et pas du bien parce que je m'aperçois que je suis une personne de contact et le fait de rester seule, ça va un peu, mais pas trop, quoi. Et donc je me dis que je resterai jamais seule. Mais c'était nécessaire. Ce temps-là était nécessaire. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de contact. Donc du coup, c'est ça, c'est ce besoin de toujours rencontrer, voyager, rencontrer et aller vers l'inconnu et aller vers de nouvelles, façons de penser, enfin et de nouvelles personnes. Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui est parentifié et qui traverse une période de doute, qui ne sait pas quoi faire, quel serait le conseil? Ça, ce n'est pas son rôle. C'est pas être parentifié, c'est toxique. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adéquat et c'est quelque chose qu'on lui a donné qui n'est pas du tout le rôle, qu'il doit avoir. Donc en fait, c'est arriver à se sortir de ce schéma le plus vite possible. Quelles ressources tu aurais comme des livres, des pratiques, des méthodes qui t'ont impacté profondément et que tu recommanderais? Alors, ben, c'est toujours ce développement personnel, hein. C'est-à-dire, faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire, c'est ça qui sauve en fait, quand on sort de choses toxiques. Et parce que moi, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, comme beaucoup, hein, on pense que les solutions sont à l'extérieur de soi. Et on se dit: Bah, je vais aller chercher à l'extérieur, des outils, des choses pour m'aider», et surtout on a l'impression que les autres ont plus de valeur que soi, donc on leur donne raison. Quand il y a quelqu'un qui te dit un truc, tu te dis: «Ah bah, il doit avoir raison», et puis on se pose même pas la question: «Est-ce que moi, qu'est-ce que j'en pense?» Donc en fait, maintenant, j'ai compris que les solutions, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons les trouver. C'est pas l'autre, parce que l'autre, il a jamais vécu, ce qu'on a vécu et chaque personne est différente et donc les méthodes et tout, en fait, on va les trouver, d'abord, en fait, en soi, ces méthodes-là. C'est-à-dire, c'est apprendre le truc le plus fort, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et comment on fait? Parce que ça, c'est un super concept. Les gens adorent dire ça, mais c'est pas si simple. Comment on fait? Oui, ben, c'est simplement, en se donnant de la valeur, quoi. Arriver à se trouver, se réapproprier, son être et se dire qu'on a de la valeur et que, si on est là, c'est pour quelque chose. On a tous un rôle à jouer sur cette terre, quoi, et on est tous uniques et Mm. après, c'est vrai, il faut trouver en quoi on est unique. Alors après, c'est un début de chemin, effectivement. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment? Ben, écoute, bah, effectivement, j'aurais bien aimé faire les choses, de manière plus rapide, en accéléré, parce que du coup, je me retrouve à 56 ans et c'est maintenant que j'ai compris. J'ai compris, le but de tout ça et heu et je pense que je m'en suis sortie, ça y est. Mais il m'a fallu toutes ces années. Alors, si ça avait pu être un peu plus rapide, bah oui, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que tu aurais perdu si ça aurait été rapide? Bah, c'est vrai que j'aurais perdu, peut-être en profondeur. Parce que c'est vrai que c'est peut-être mon défaut ça d'ailleurs. En venant comme ça, en parlant, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime pas quand les choses sont trop lentes Mm. et j'aime bien aller vite, mais c'est pas forcément bien parce que quand tu vas vite, c'est moins profond, c'est moins solide en général. C'est plus, improvisé, c'est plus, voilà, et quand c'est lent, c'est dur, c'est douloureux, c'est tout ce que tu veux, c'est tu baves, mais Mm. alors,
tu t'en sors, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Il y a du solide derrière. Donc, quelque part, en fait, peut-être que la vie est bien faite. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ben, c'est tout le chemin que j'ai parcouru quand même, hein. Je me dis, quand même, je m'en suis sortie, hein. Enfin, j'ai réussi à il y a eu plein de moments où franchement, je me dis: «Mais comment j'ai réussi à sortir de là, quoi?» Il y a eu des moments de ma vie dans ma vie, franchement, je me disais: «C'est fini, quoi. C'est fini là, je j'y arrive plus, c'est terminé», je remonterai plus, quoi. Je m'en allais vers le suicide ou et non, à chaque fois, je me suis remontée et je m'en suis sortie à plusieurs fois j'ai pu, c'est pour ça que j'aime bien dire que j'ai plusieurs vies, en fait et ouais, c'est de ça que je suis plus fière, c'est cette capacité de résilience que j'ai acquis avec l'expérience et puis, bah, j'ai trouvé cette force à l'intérieur de moi qui n'a fait que grandir, en fait. Mmh. Ce qui fait que, ben, j'ai pas fini, hein. D'ailleurs, je sais pas si on a fini un jour, hein, mais en tout cas, j'ai bien évolué. Yes. Est-ce que tu aurais un message ou une réflexion que tu laisserais, pour les personnes qui nous écoutent, avant de conclure? Ben, lâchez pas, hein. Lâchez pas le chemin? Ouais, lâchez pas le chemin, ça vaut le coup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, tes actualités, des partages? Ben, j'ai cette page Être chez Chrysalide là, donc sur Facebook, où je transmets des pensées, des activités que je fais au sein de mon association et puis sinon je suis sur LinkedIn aussi, où je partage des pensées pareil et puis où ils peuvent avoir mes coordonnées, et puis, pareil, un petit peu ma biographie aussi et et puis voilà, sinon, c'est enfin déjà Ça avec ça. marche. Je mettrai Voilà, toutes les informations en description, du podcast. En tout cas, bah, merci beaucoup pour, tous ces partages. C'était bah, c'est super moi, intéressant moi aussi, hein. Je te remercie d'avoir, permis ça justement. et bah, merci et beh, on se dit à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.